et tous les dirigeants que j'accompagne, ils ont une prise de conscience de se dire ah ouais, en fait, j'ai une entreprise, je fais de mon mieux pour faire tourner cette entreprise, mais c'est au détriment quand même de ma qualité de vie personnelle. Parce que quelque part, il n'y a pas une école aujourd'hui qui nous apprend à être l'ultime entrepreneur, quoi. C'est clair. Les grandes écoles nous apprennent à être d'abord des salariés. La définition d'une entreprise pour moi, c'est une activité commerciale rentable qui fonctionne plutôt sans moi. Mais plus d'entreprise va pouvoir fonctionner sans moi, le fait de se rendre compte qu'il faut que je devienne dispensable dans ma société, c'est là où je me dis oui, j'ai peut-être réussi ma qualité de vie de dirigeant. C'est super intéressant. Ça va Ludo? Ça va bien Manu? On est bien là, beau cadre. Hein. C'est sympa. La vue est très très bien. Ouais. Tu valides la vue, ça va? Ouais, ça va, je valide. Alors c'est marrant de t'interviewer un vendredi, parce que je sais que le vendredi, toi habituellement tu essayes de couper sur ton business. Et d'ailleurs c'était marrant parce que tout à l'heure je regardais un petit peu ton parcours, j'ai tapé sur Google du coup Ludovic Action Coach. Ouais. Et carrément j'ai vu sur ta fiche Google c'était marqué fermé. Ouais. Et je me dis mais attends, il a fermé sa boîte ou quoi? Et je regarde et j'ai vu vendredi. Tout est vendredi, du coup tu le marques comme fermé. Off. Ouais. Et ça c'est vrai que c'est assez rare du coup pour un entrepreneur de voir ce genre de choses. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment chez toi aussi, c'est toute la structuration que tu as mis en place du coup dans tes business. Ouais. Je sais que tu as des non négociables un petit peu, on en parle souvent aussi, des choses sur lesquelles tu veux pas négocier. Et donc voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je veux t'interviewer. Je sais que tu as plein de choses à nous partager, donc déjà merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Manu. Ouais. Tu as un parcours d'entrepreneur qui est ultra intéressant puisque tu as fait un parcours du coup dans le parfum, je sais où tu as développé du coup différentes boîtes. Tout à fait. Tu as managé beaucoup de personnes. Ouais. Et puis après, tu es parti sur une autre voie complètement qui est la voie du coaching. Oui. Et on peut voir ça, en tout cas, moi, pour être honnête, c'est un peu le sentiment que j'ai eu quand la première fois que je t'ai rencontré. Je me suis dit, mais en fait, c'est un peu presque une régression parce qu'on passe finalement de la gestion de plein de personnes à une réussite sociale quand même qui est vachement importante, avec des responsabilités, avec un chiffre d'affaires qui était sûrement plus haut que le chiffre d'affaires que tu as aujourd'hui. Ouais. Et donc on peut se dire ok, Ludo il a régressé un peu dans le business. Et plus je passe du temps avec toi, plus j'échange avec toi, et plus je me rends compte qu'en fait c'est non seulement c'est un choix, mais surtout en tout cas j'ai l'impression que tu es plus heureux comme ça. Ouais, je pense. Ouais. Et du coup j'ai plein de questions à te poser. Déjà, est-ce que tu peux peut-être te représenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, expliquer un petit peu ton parcours et qui est Ludovic du coup? Qui est Ludovic? Ludovic il est autodidacte avant tout. Ok. Pas de grandes écoles, pas de grandes études. Et je dirais plutôt l'école de la vie. Démarrage en grande distribution. 10 années quand même dans la grande distribution. Dans une très belle enseigne où j'ai eu la chance de tomber sur un PDG assez remarquable. Qui est un petit peu, tu vois, on a tous des mentors parfois dans la vie. Et moi, il a fait un petit coup de mentorat. Ok. Donc là, j'ai quitté la grande distribution. Alors... C'est pas un regret, mais voilà, c'est quelque chose où j'aurais pu continuer, mais c'est très, très chronophage. J'ai monté ma première boîte à l'âge de 29 ans. Ok. Donc encore, il y avait la bulle spéculative de l'informatique. Hein. Ouais, c'était à l'époque. Voilà, malgré mon jeune âge. Et donc j'ai monté ma première boîte. J'investis, donc je monte une SARL. Capital minimum. Et 18 mois plus tard, j'ai eu la chance qu'on me rachète. 18 mois. 18 mois, ouais. Donc j'avais monté un petit concept boutique B2B, B2C. Ça a très bien marché, ça a vraiment décollé avec un concept assez sympa de magasin. Et là, c'est un grand groupe informatique qui s'appelait EBC ANS dans les années 2000 à peu près, qui me dit écoute, ton concept il est génial, on veut le dupliquer. Et on veut l'appliquer déjà à tous nos magasins existants et après en monter d'autres. Donc j'ai été le développeur national de ce réseau. J'ai monté, je crois, 6 boutiques et c'était des magasins d'informatique à destination grand public et entreprise de plus de 1500 mètres carrés. Ah, une belle surface. Donc c'était des belles surfaces. Ensuite, cette bulle spéculative de l'informatique, ça a un peu descendu. En fait, le système bancaire s'est effondré sur cette partie-là. Ça n'a plus été suivi et donc j'ai rencontré un ami maintenant, mais qui a été l'un de mes premiers clients quand j'ai monté mon magasin informatique. Et c'était quelqu'un qui était issu de l'île de la Réunion, une famille réunionnaise. Et puis il me dit écoute, j'adore ton concept, donc il est devenu mon premier client. Et suite à ça, il me dit écoute, je te trouve vachement dynamique en tant qu'entrepreneur, t'es jeune, t'as monté vraiment un super truc, j'aimerais bien t'associer. Et je suis en train de racheter une ancienne parfumerie familiale. Donc une parfumerie, donc je suis rentré dans cette société
Et puis d'une, on s'est pas arrêté là. Hein. 2, 3, 4, 5, et on a monté un groupe, et ce groupe, j'y suis resté 16 ans. On était avec une grande enseigne de parfumerie mondiale, et les regroupements dans les années 2013 se sont effectués. Donc il y a un gros qui a racheté une autre enseigne sur le marché national français. Et là, nous, toutes nos parfumeries qu'on avait, on ne pouvait pas les passer à la même enseigne. Donc on a décidé que je parte avec un tiers du groupe. Vous avez splitté en fait, ça? Ouais, on a splitté. J'ai repris une partie, et puis j'ai vite vu que le marché allait s'effondrer au niveau de la parfumerie sélective. Parce que c'est détenu, c'est un système pyramidal. Hein. Donc si tu n'as pas la puissance de feu des grandes enseignes nationales, et si tu es plus petit que les grandes enseignes nationales, les achats, ça commence à être compliqué. Ça coince un moment, quoi. Ouais, et j'ai eu l'opportunité de vendre, et c'était en 2017. Et là, j'avais fait ma première partie de vie professionnelle, entre guillemets, où j'ai beaucoup négocié avec moi-même et avec l'entourage familial aussi, pour être un dirigeant comme je pensais être un bon dirigeant, même si ce n'est pas une vérité absolue. Et il y avait quelque chose en moi qui m'animait depuis les années 2000, avant même de rejoindre ce partenariat et cette association dans la parfumerie sélective. Comme je suis autodidacte, et en tant que dirigeant d'entreprise, on a 46 métiers en tant que dirigeant d'entreprise, à savoir-faire et être compétent. Et comme je n'ai pas les 46 compétences d'être dirigeant d'entreprise, j'allais être compétent sur certains sujets et pas dans d'autres domaines. Je me suis pris beaucoup de murs. Et en me prenant les murs, je me suis dit, mince, pourquoi pas, et ça m'a toujours animé, hein, pourquoi pas accompagner des dirigeants d'entreprise à prendre les murs, mais un peu moins fort que ce que je les ai dans tous les pris. cas, tu les prends au final. Dans tous les cas, tu les prends. Et surtout, j'ai fait un constat, et ça, le constat, je l'ai fait assez rapidement. C'est, on devient dirigeant soit par conviction. Donc, oui, toi, ton exemple, Manu, il est frappant, parce que c'est, je veux monter une entreprise, j'ai l'âme d'un entrepreneur, je vais y aller. C'est presque inné, en fait. C'est inné, c'est une infime majorité des dirigeants d'entreprise. Et il y a d'autres, c'est le cours de la vie qui fait qu'on devient dirigeant d'entreprise. Et puis il y a encore une troisième partie, c'est une affaire familiale. Et puis je suis un enfant d'un papa qui avait son entreprise, je reprends l'affaire, etc. Et du coup, je dégrade ma qualité de vie. En fait, le constat sur les trois types de dirigeants qu'on peut retrouver, les trois profils, 98% des dirigeants nuisent à leur qualité de vie. Et le fait de nuire à sa qualité de vie, c'est de retrouver un équilibre vie pro, vie perso. Et c'est ce à quoi je m'attelle aujourd'hui. Super intéressant. Ouais. Et moi, je rebondis du coup sur un point là que tu as dit. C'est justement en fait le fait justement de se dire que plus on va réussir dans le business, plus on va du coup développer une entreprise, et finalement plus son niveau de vie il va baisser. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup aussi sur internet, beaucoup de personnes qui disent faut faire des concessions quand on a une boîte, faut accepter aussi de passer moins de temps avec sa famille, passer moins de temps pour soi. Et moi je suis aussi d'accord avec ça, parce que je le vois aussi en développant ma boîte, il y a plein de choses que je peux beaucoup moins faire qu'avant, peut-être que je m'interdis aussi, passer du temps avec ma famille, passer du temps avec des amis, etc. Et je sais que justement tu as un avis qui est différent là-dessus, et tu le dis justement que plus de 90% des entrepreneurs se trouvent dans cette situation. C'est quoi pour toi justement la clé pour réussir à la fois à grossir son business, à développer sa boîte, tout en gardant ce côté du coup vie perso qui quand même joue un rôle plus qu'important, presque dans la réussite du coup de son business. Complètement. C'est quoi la clé? Comment on fait du coup? Je dirais pas qu'il y a une clé, mais sinon, les clés alors. Sinon on l'aurait tous. On l'aurait tous si on l'appliquerait. Peut-être 2-3 points si pour essayer d'être synthétique. Je pense qu'il y a 2-3 clés. Déjà, c'est une envie personnelle au fond, quelque part, je suis chef d'entreprise. Je constate que je dégrade ma qualité de vie personnelle, par exemple, qui forcément conduit à moins bien vivre sa qualité de vie professionnelle aussi. Ça, c'est obligatoire pour toi? C'est lié directement? Si ma vie perso, elle n'est pas suffisamment développée, je ne prends pas assez de temps, il y a obligatoirement un impact dans le business? Je ne crois pas du coup qu'on peut travailler de manière acharnée Si, mais au détriment de la vie personnelle. C'est ça, quand tu emploies le mot acharné, c'est oui, je vais être acharné au travail. Est-ce que je suis acharné dans ma vie perso? J'ai pas la réponse, fondamentalement. De ce que je rencontre, j'exerce cette passion, c'est plus un métier, depuis 5 ans maintenant, et tous les dirigeants que j'accompagne
ont quelque part une révélation, sans l'être, hein, ils ont une prise de conscience de se dire « Ah ouais, en fait, j'ai une entreprise, je fais de mon mieux pour faire tourner cette entreprise, pour avoir un impact sociétal, environnemental, économique, mais c'est au détriment quand même de ma qualité de vie personnelle. J'ai une femme, des enfants, ils en souffrent, elle en souffre, j'en souffre aussi parce que je ne peux pas aller faire mes 2 heures de vélo par semaine que je faisais quand j'étais salarié. Parce que quelque part, tu vois, il n'y a pas une école aujourd'hui qui nous apprend à être l'ultime entrepreneur, quoi. C'est clair. On nous apprend, même les grandes écoles nous apprennent à être d'abord des salariés. Donc on a tous eu quelque part un parcours de d'abord je suis salarié, sauf si c'est l'histoire d'une reprise d'affaires familiales, mais en général on passe par les postes des salariés. Ensuite, j'aime bien dire que quelque part on est, en tant que dirigeant ou entrepreneur, les premiers salariés de son entreprise. C'est vrai. Hein, et donc pour moi, il y a une très bonne formule que j'aime bien, et c'est là où j'accompagne mes dirigeants d'entreprise. C'est la définition d'une entreprise pour moi, c'est une activité commerciale rentable, et c'est non négociable, puisque sinon elle n'a plus lieu d'être, d'accord, qui fonctionne plutôt sans moi. Plutôt quand même. Ouais. Donc un peu avec moi quand même. Oui, parce qu'il faut des garde-fous, il faut des règles, il faut des process, etc. Donc, mais plus d'entreprise va pouvoir fonctionner sans moi. Ça ne veut pas dire que je vais prendre du temps pour aller jouer au golf ou pour passer un super moment comme cet après-midi. Mais ça veut dire que quelque part, je ne suis pas indispensable dans ma boîte. Et le fait de se rendre compte que qu'il faut que je devienne dispensable dans ma société, c'est là où je me dis, oui, j'ai peut-être réussi ma qualité de vie de dirigeant. C'est super intéressant. Et ça me fait penser, tu sais, je sais pas si ça te parle, le cadran du cash flow. Ouais. C'est les quatre, on va dire, typologies un peu de personnes qui peuvent travailler pour gagner de l'argent. Ouais. Donc tu as salarié qui échange tout le temps contre de l'argent. Ouais. Après, tu as le modèle d'indépendant. Ouais. Et c'est vrai que le modèle d'indépendant, finalement, il est pas si loin que le modèle de salarié. Ouais. Et moi, je le vois parce que j'accompagne aussi pas mal d'entrepreneurs qui se lancent. Beaucoup de personnes disent, je vais me lancer à mon compte, et se retrouvent exactement finalement dans la même situation, voire des fois même pire. Ouais. Parce qu'il y avait une statistique qui montrait que plus de 50% des indépendants gagnent moins que le revenu moyen d'un salarié. Tout à fait. Donc c'est-à-dire, en fait, finalement, moi, je me lance en tant qu'indépendant pour être libre, gagner plus, avoir plus de temps, et je me retrouve en fait à gagner moins et à travailler des fois 2, 3, 4 fois plus avec un niveau de stress énorme. Complètement. Donc c'est pas cohérent. Et moi, j'adore cette définition de dire une entreprise, c'est quelque chose qui fonctionne sans moi. Et moi, ça me parle parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des équipes, des salariés, des process, des managers, etc. Mais ça représente une faible partie des entreprises, parce qu'il faut savoir que c'est plus de 80% je crois des entreprises, c'est des auto-entrepreneurs. Tout à fait. Qui sont seuls. Ouais. Et c'est là où moi du coup je te pose la question, comment on fait quand je suis indépendant? Demain voilà, je me lance à mon compte, je suis indépendant, je suis tout seul, j'ai pas de salarié, etc. Comment on fait pour avoir une entreprise qui marche sans moi? Si du coup je suis le seul finalement dans ma boîte, est-ce que c'est possible? Et c'est quoi la clé? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont indépendants et qui doivent se poser cette question, dire ok Ludo, c'est bien beau, mais moi j'ai pas encore de salarié, j'ai pas encore de process. Comment je fais pour avoir une boîte qui tourne sans moi du coup? Il y a un très bon outil qui s'appelle l'outil des casquettes. Donc je suis seul et je dois avoir tous les rôles dans mon entreprise. Je dois produire, fournir un service, acheter de la marchandise, donc je suis acheteur, je dois faire mon propre RH, je dois faire de l'administratif, de la comptabilité, de la finance, etc. Et ça très souvent, j'aime bien dire, et on en parle souvent tous les deux, il y a une différence entre travailler dans son entreprise et sur son entreprise. Et si je ne travaille pas sur mon entreprise, je ne peux pas la projeter. Je ne peux pas me dire, ah oui, tiens, ma vision, mon objectif, dans 2 ans, je vais être où? Si je n'ai pas ce réflexe-là, de se dire, ok, tiens, je me projette dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, en exagérant, parce que c'est une personne morale, avant tout. Moi, je suis une personne physique. Je crée une personne morale. Cette personne morale, il faut qu'elle ait une existence réelle, pour la durée de vie que je veux bien lui donner, il n'y a pas de jugement, mais c'est de se dire, je me projette et pour travailler sur l'entreprise, je vais prendre la casquette de chef d'entreprise. Tu vois, je prends une casquette, je suis le dirigeant de ma boîte, je vais travailler sur des sujets que je n'ai pas l'habitude au quotidien de travailler. Et travailler dans l'entreprise, c'est être salarié de son entreprise. Donc je suis artisan, je sais que je vais avoir un travail à faire dans mon entreprise, d'opérationnel, de product, de faire rentrer du cash pour que ma société elle puisse fonctionner. Dès que je touche à la finance, je commence un petit peu à dévier, je suis dans et sur, si je projette. Mais dès que je vais parler de vision, mission, valeur, toutes ces choses-là, c'est bien du travail sur mon entreprise.
Donc ma passion, c'est d'accompagner les dirigeants à faire la différence entre ok, est-ce que je suis opérationnel? Et là, ok, j'ai une casquette de collaborateur, salarié, au même titre que mes collaborateurs, ou si je suis tout seul, d'accord? Et après, je prends ma casquette de chef d'entreprise, où là, les salariés ne peuvent pas prendre cette casquette. Je suis le seul, en fait, à pouvoir l'activer, entre guillemets, cette casquette, et je la mets, et je me... Tout à fait. Et par expérience, je sais que c'est beaucoup plus difficile de prendre cette casquette de chef d'entreprise, parce que le quotidien fait que tu es appelé par un client, tu reçois du coup un email, tu es sollicité, etc. Et du coup, tu as tendance à être beaucoup plus dans l'opérationnel que dans le côté justement chef d'entreprise. Et même moi, du coup, qui ai quand même des équipes qui sont conséquentes et qui arrivent du coup quand même à processiser, alors il y a beaucoup de travail à faire encore, mais qui arrivent déjà à avoir cette vision-là, même moi, quand je regarde mon emploi du temps, bah, pour être honnête, je vais avoir quand même beaucoup de choses qui sont plutôt dans la catégorie opérationnelle. Comment on fait pour justement passer plus de temps sur cette partie-là? Anticiper. On s'isole. Tu parles d'anticipation. Comment ça se passe concrètement? Moi, j'ai conscience. Si je prends conscience de ça, comment je fais pour l'activer? Concrètement, il faut te réserver un créneau horaire qui est planifié hebdomadairement, toutes les semaines. Exemple, vendredi après-midi. Tu vois, moi je suis off, c'est bien pour une raison. Ou le vendredi matin, parce que je suis plus efficace le matin que l'après-midi, et ça dépend des tempéraments ou des types de comportements. Je me réserve 2 à 3 heures exclusivement et anticipé. La terre peut s'effondrer, j'ai une lumière rouge au-dessus de mon bureau pour pas que je sois dérangé. Je travaille des sujets que j'ai envie de travailler parce que je sais que c'est important. Tu sais, il y a une grosse différence, c'est la matrice d'Eisenhower, entre urgent et important. Et du coup, je vais qualifier, ok, qu'est-ce que j'ai d'important, pas urgent à faire, mais si c'est important, c'est pour l'avenir de ma société, c'est pour les enjeux stratégiques, c'est pour définir une stratégie de développement, une stratégie marketing. Ça, c'est important, je vais travailler sur le développement de mon entreprise. Une entreprise qui n'avance pas, elle régresse. Donc, plus je vais la faire avancer, à petite, moyenne ou grande échelle, plus j'ai de chances de mettre de mon côté les clés de réussir à être un bon chef d'entreprise. Donc vraiment, essayer de bloquer même un créneau. Il faut bloquer. C'est ça, de dire finalement ce moment-là, en fait, je vais travailler parce que c'est quand même du travail. C'est juste un autre type de travail. Complètement. Et je change cette casquette. Alors, on a 45 minutes, on pourrait parler pendant des heures de plein de sujets. Mais moi, il y a un sujet sur lequel on a beaucoup échangé, on a fait aussi beaucoup d'exemples, c'est la gestion des conflits. Et ça, pour moi, c'est un point que je voulais aborder avec toi parce que on a des caractères tous les deux qui peuvent être un petit peu sanguins aussi des fois. Il y a des avantages, mais des fois il y a quelques inconvénients aussi. Et c'est vrai que moi, la gestion des conflits, pour moi, c'est un sujet hyper important quand tu développes ta boîte, parce que tu travailles avec des personnes, même si tu es tout seul, tu es en contact avec des clients, des prestataires, des fournisseurs, des partenaires, etc. Et moi, je pourrais dire que le conflit est quasiment normal dans la vie d'une entreprise au final. Parce que dès que tu as des relations humaines, en fait, forcément, à un moment donné, tu es soumis potentiellement au conflit. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours vu le conflit comme quelque chose qui permet de progresser et d'apprendre, en fait. Et c'est pas toujours évident, je sais, de contrôler aussi tes réactions face au conflit. Et je sais que là-dessus, toi, tu as fait un gros travail. Et tu me parlais, c'est vrai, que ton comportement, il y a de ça quelques années, n'était pas du tout le même que celui que tu peux avoir aujourd'hui, du coup, face au conflit. Comment on fait concrètement pour gérer un conflit? Alors, c'est une question large, mais demain, il y a un client, il y a un partenaire avec qui ça ne matche pas. C'est quoi les étapes à suivre pour gérer un conflit? Il y a une approche, il y en a plusieurs. Il y a une approche, c'est dans la vie, nous ne pouvons améliorer que ce qu'on mesure. Si je te passe ma voiture, elle n'a pas de compteur kilométrique, je te dis, Manu, tu vas à 134,5. C'est dur. Ça va être compliqué d'aller à 134,5 sans compteur kilométrique. C'est clair. Donc l'idée, c'est de prendre la mesure déjà de qui je suis. Et pour ça, il y a des assessments, des analyses comportementales, neurosciences, avec une approche neurosensorielle, intelligence émotionnelle. Donc, il y a des outils à notre disposition qui permettent de plus me connaître moi. Parce que la source du conflit, on se dit toujours c'est la faute de l'autre. C'est ce que j'allais dire. Moi-même, c'est vrai que quand on a commencé à travailler ensemble, parce qu'on a travaillé sur différents sujets, moi, je voyais pas forcément l'intérêt de travailler sur moi. Sur la très belle, je te l'avais dit aussi, je t'avais dit, en fait, moi, ça va bien, entre guillemets, j'ai pas de soucis. Par contre, les autres, là, tu vois, genre, là, il y a 20 personnes. En fait, les 20 personnes, en fait, ils sont cons, tu vois. J'aurais bien aimé avoir 20 Manu. Donc, à la limite, va voir les 20 personnes plutôt qu'on travaille sur moi, tu vois, c'est plus rapide. Et c'est vrai qu'au début, je comprenais pas cet intérêt. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui se disent, attends, Ludo, il est en train de me dire, faut que je travaille sur moi. Ça sert à quoi, en fait?
Travailler sur soi, c'est déjà... Pourquoi le faire justement dans cette logique c'est comprendre comment moi je fonctionne pour exprimer mieux aux autres de comment moi je fonctionne. Si j'ai pas connaissance, c'est connais-toi toi-même pour pouvoir mieux répondre aux sollicitations vis-à-vis des autres. C'est si je comprends quel type de comportement j'ai, et si je comprends quel type de comportement la personne en face de moi a, il y a peut-être des canaux de communication, parce que chaque individu n'a pas les mêmes canaux de communication, une fréquence. Pour ceux qui ont connu l'époque des routiers où on avait la CB, et à la CB, le canal 19, c'était le canal 19. Si je passe sur le 20, j'ai plus la bonne personne, quoi. En communication, c'est exactement pareil. Ça, si j'ai pas le bon canal de communication, donc si je sais pas de quel type comportemental la personne est devant moi, je vais avoir un petit peu plus de mal à me dire, tiens, Manu, il est plutôt péchu, l'âme d'entrepreneur, il faut que ça soit assez rapide, concis, il a un ROI assez important, donc il veut vraiment du résultat sur une affaire, sur une relation humaine qu'il met envers quelqu'un. Si ça, je ne le sais pas, ou si j'arrive pas à le détecter, donc tout ça, ça s'apprend, c'est des outils, et on apprend à utiliser les outils d'analyse comportementale, d'intelligence émotionnelle, et tout ce que j'ai dit auparavant. Ça permet effectivement à soi, j'ai mon niveau de responsabilité dans une source de conflit, c'est pas tout le temps l'autre. S'il y a un conflit, c'est que j'ai su peut-être mal m'exprimer, pas bien m'exprimer, j'ai pas fait une reformulation concrète pour dire je suis le dirigeant, donc je suis le N+1 ou etc. Il y a un système hiérarchique, j'ai des salariés, je lui demande de faire ça, j'attends 15 jours, c'est toujours pas fait, je m'énerve, c'est un conflit. Okay, peut-être que juste avec des outils que l'on apprend, alors forcément chez Action Coach, on a une panoplie d'outils assez développés. Et on va utiliser par exemple l'assertivité, qui est une petite partie de la NLP. On va utiliser d'autres petits outils. L'analyse comportementale, on a travaillé dessus ensemble. Et effectivement, c'est de se dire, ah mince, oui, c'est tout moi. Ok, c'est tout moi. Mais si l'autre, il n'est pas tout toi, comment tu fais pour communiquer correctement avec lui, ou mieux communiquer, ou améliorer ta communication? Et donc cette connaissance de soi, ces outils, etc., oui. Est-ce que ça aide à éviter des conflits, plus éviter des conflits, ou les désamorcer? C'est quoi? Alors déjà, ça sert à les éviter, parce que si j'emploie le bon canal de communication déjà avec la personne que j'ai en face de moi, ça va restreindre le nombre de conflits. S'il y a conflit, ça va me permettre de savoir quels est peut-être ces besoins fondamentaux qui sont à la source de ce conflit. Très souvent, majoritairement, les conflits viennent d'un manque de reconnaissance, par exemple. J'ai travaillé encore ce matin sur un exemple avec un chef d'entreprise où il me dit écoute Ludo, c'est bon quoi, ils sont nuls. Franchement, je leur ai demandé ça fait partie de leurs compétences, c'est pas fait, je comprends pas. Je dis ok, il y a 3 choses qui peuvent être source de conflits finaux. C'est 1, le sens de ce que j'ai demandé à la personne. 2, comment il va le faire. Et 3, de lui faire du feedback. Ouais. Si j'oublie une de ces 3 composantes-là, le sens, si c'est pas pourquoi il va faire la chose, il risque de pas très bien le faire. Pas dans le temps, pas correctement, etc. Si je valide pas les compétences requises pour faire ce qu'il a à faire, je vais avoir un problème aussi. Et si je vais pas faire un feedback, c'est bon, il me l'a fait, mais je lui ai rien dit, ça peut aussi poser problème. Donc en fait, finalement, le conflit, c'est comme si on le décomposait en fait, en des causes qui du coup, si elles sont amorcées, en amont, peuvent être évitées. Là, c'est vrai que tu prends un exemple avec un salarié, mais ça peut être aussi avec un client. Est-ce qu'avec un client, par exemple, c'est les 3 mêmes causes qui peuvent être reprises? Généralement. Donc c'est quoi? Peut-être la presta a été mal cadrée au démarrage. Oui. J'ai peut-être pas du coup expliqué concrètement ce qui allait être attendu, le résultat attendu. Tout à fait. Ou pareil, ce que tu disais, du coup, peut-être qu'il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu de... La clé, on retrouve en fait à chaque fois ces éléments. Je veux dire, peu importe les relations interpersonnelles qui peuvent avoir lieu. La clé, de toute façon, dans ce qu'on peut exprimer, dans les conflits, dans les intérêts, dans j'ai un client, je m'entends pas avec lui, il veut pas me payer, parce que c'est forcément un problème de communication. Donc, d'avoir des outils pour améliorer sa communication, on n'apprend pas ça à l'école. Et c'est bien là peut-être parfois où on devrait appuyer un peu.
Si on a des outils qui permettent de prendre la mesure de qui je suis réellement, avec des classifications, des catégories, c'est pas pour rentrer dans des secteurs, mais se dire, oui, on a constaté quand même que sur la planète, il y avait 4 types de comportements principaux. Une fois qu'on rentre entre guillemets, dans ces 4 catégories, il y a déjà 3 choix possibles quand j'ai un individu en face de moi, ou 4, s'il est du même type comportemental que le mien. Et c'est un type comportemental préférentiel. On ne sait pas à la base qu'on est de ce type comportemental. Donc si on ne fait pas l'analyse, on ne peut pas le savoir et on ne peut pas s'améliorer. Ouais. Et comment on peut améliorer que ce qu'on mesure ? Je me mesure moi-même. Et du coup, si je m'aperçois que mon type de comportement, ah oui, d'accord, je suis comme ça en vrai, ah oui, déjà, c'est une prise de conscience. Cette prise de conscience, il faut qu'elle débouche sur un travail sur soi. De se dire, parce que ça ne s'arrête pas juste à un test. C'est pas je fais un test et du coup, après, je maîtrise tout. Moi, le but de faire une analyse, c'est de travailler sur cette analyse. C'est pas tant de résultats. C'est une sorte de photo un peu qu'on peut prendre à un temps donné et après on fait un travail. C'est un Polaroid. Et chez Dark, on peut refaire aussi des photos après un travail. Tout à fait. Et ça qui est aussi hyper intéressant, c'est on en a parlé ensemble, c'est de voir aussi que un comportement que tu as aujourd'hui, une façon de faire que tu as aujourd'hui, une façon d'être, de réaction, etc., elle n'est pas figée dans le temps. Non. Et elle peut évoluer énormément, mais en tout cas, ça te permet d'identifier les zones de travail. Mais c'est comme dans le sport. Je fais l'analogie entre qui nous sommes et le sport. Je ne sais pas jouer au tennis, je m'inscris à un club de tennis. J'ai ma carte de membre, super, je suis content. Demain, je fais Roland-Garros. Demain, je ne sais pas si tu pourras faire Roland-Garros juste avec ta carte de membre du club de tennis. Ça va être un peu léger. Ça va être un peu léger. Parce que j'ai jamais joué au tennis, donc il faut que j'apprenne à jouer au tennis. Là, c'est pareil, j'apprends à me connaître, j'apprends à corriger ce que j'ai envie de corriger pour atteindre le résultat que je souhaite. Je m'entends jamais avec ce type de personne. Je l'entends souvent, ça, chez les dirigeants. C'est comme s'il y avait une incompatibilité entre des personnalités, ça. C'est des types de comportements différents. Et si je suis plutôt d'un type de comportement factuel, plutôt en retrait, j'aime pas trop qu'on me touche. C'est ça que j'ai posé comme question. Si tu devais la résumer, les types de comportements, c'est quoi en fait les comportements qu'on peut retrouver du coup sur des chefs d'entreprise ou même sur des personnes les comportements types, donc c'est un profil qui date des années 50-60. Il y a 4 types de comportements qui ont fondamentalement des besoins. Donc il y a des gens qui, on va dire d'eux qu'ils sont plutôt dominants. Alors dominant, ça ne veut pas dire qu'ils veulent prendre le lead absolument, mais dominant, c'est ils aiment contrôler ce qui leur arrive. Donc ça, dominant, tu le définirais comme une personne qui aime avoir le contrôle de ce qui se passe pour lui. Ok. Ou sur les autres ? Pas trop. C'est plutôt d'abord pour lui. J'aime bien contrôler mon environnement, j'aime bien contrôler ce qui m'arrive, j'aime bien décider d'où je pars en vacances, moi tout seul, et pas quelqu'un d'autre. Par contre, au contraire, tu as des gens qui vont plutôt avoir tendance à se laisser embarquer. De dire, j'ai pas besoin forcément d'être en avant, je suis très... j'aime pas parler en public. Donc tu vois, c'est plutôt réservé. Des gens qui vont être réservés. Donc on va dire d'eux qui sont plutôt dans la stabilité. Ils recherchent le côté paisible, le côté conformisme un peu. Ils aiment bien la nature, ils n'aiment pas trop le conflit. Tu vois, il y a une certaine type de catégorie d'individus, ils n'aiment pas le conflit. D'autres qui aiment bien gérer le conflit. Ensuite, donc on va dire des stables, des gens plutôt une catégorie stable, des gens qui vont être plutôt influents. Donc des gens qui vont aimer les autres personnes, qui sont bout en train, qui ont beaucoup de pêche, qui peuvent être... sur du très long terme, très performant. On va dire d'eux qui sont influents, d'accord ? Et puis il y a une 4e typologie de comportement qui vont être plus précis, formels, réservés. Donc on voit bien les 4 types de différents métiers qu'on peut associer à ça. Donc il y a l'entrepreneur intrépide, il y a plutôt la partie commerciale, développement des relations humaines, etc. Empathie du coup pas trop. Ça va être de l'empathie, mais ça va être plutôt de faire quelque chose avec les autres. Et convaincre aussi, du coup. Convaincre, tout à fait. Ça, c'est les influents. Les stables vont plutôt être dans la réflexion, dans le fait de faire confiance, de bien travailler. Dans les valeurs aussi, beaucoup. Dans les valeurs, de respecter ce qui se passe. Conscience professionnelle, du coup, souvent, qui est importante aussi. Oui, complètement. Beaucoup de personnes dans le RH. Et puis après, on va trouver une catégorie de personnes qui ont plutôt un comportement dit type conforme. C'est des gens qui ne vont pas réinventer de nouvelles règles. Il y en a qui existent, des règles. Surtout aussi dans le type d'analyse et de comportement, beaucoup des gens sur le factuel. Oui. C'est ça. Des personnes qui vont se fier beaucoup plus sur les chiffres. Tout à fait. Que sur le facteur émotionnel, le etc. côté analytique, le côté précis, le côté formel. Donc on a beaucoup de gens qui sont dans la finance, dans l'administratif, là.
Et pour que tout le monde sur la planète comprenne mieux, c'est ce qu'on appelle le disque, les couleurs du disque, donc rouge, jaune, vert, bleu. Et c'est, pas par méchanceté, mais on rentre, ni plus ni moins, un peu dans ces 4 cases. C'est quand même dans des cases. On met les gens dans des cases au final. Là, mais comme on est de toutes les couleurs, vive les arcs-en-ciel. Oui, c'est ça. Y a pas, c'est pas je suis que rouge ou que jaune. On a une tendance ce que l'on appelle une base en fait finalement. En gros, ce trait de caractère principal quand même qui ressort. Et alors, dernière question du coup sur ce côté comportemental et profil. On entend beaucoup de choses aussi de se dire que il y a des catégories par exemple que les hommes en général sont plutôt factuels, là où les femmes sont plutôt émotionnelles, côté masculin, féminin, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça? De dire qu'il y a des tendances de personnalité, ou c'est possible d'avoir vraiment des profils qui, on dirait de tout type, de tout âge, de tout sexe? Je serais plutôt sur la deuxième version de ton approche. Je dirais qu'il n'y a pas de bon ou mauvais profil comportemental. Déjà, ça c'est important de le dire aussi. On est chacun unique, heureusement. Il n'y a pas deux Manu, il n'y a pas deux Ludo. Heureusement. Donc on a chacun notre unicité, et je dirais que dans cette unicité, on va plus ou moins se reconnaître quand on a fait une mesure de soi. Et si on souhaite améliorer quelque chose dans notre type de comportement préférentiel, je te donne un exemple. J'ai un dirigeant d'entreprise que j'accompagne depuis 1 an et demi à peu près. Et alors j'appelle ça un rouge vif. C'est vraiment un entrepreneur intrépide. C'est tout de suite. Peu de place au laisser-passer, assez intransigeant, avec lui-même d'abord, avec les autres après, quelqu'un de fonceur, d'énergique, il faut beaucoup de résultats tout de suite, et il ne comprend pas donc le monde des 3 autres. Et il me dit, le résultat que j'obtiens, c'est que j'ai beaucoup de turnover dans ma boîte, j'arrive pas à fidéliser mes collaborateurs, le conflit ça pète à chaque fois, Ludo, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, si tu te changes pas toi-même, dans ce que tu voudrais accéder et dans les possibilités de tes compétences, tu n'auras pas d'autres résultats. C'est fait toujours de la même chose pour obtenir toujours plus du même résultat. Oui, c'est logique. Voilà. Et je l'ai accompagné à s'améliorer dans le type de communication qu'il pouvait avoir, le type de réflexion qu'il pouvait avoir, le fait de tempérer ses ardeurs de fonceurs d'énergique, et du coup il y a d'autres personnes qui l'ont mieux compris, et on a réussi à avoir moins de turnover, des équipes plus impliquées. Et du coup à changer les résultats parce que tu as aussi changé la cause de cette partie-là. Merci en tout cas pour ton analyse là-dessus. Autre paramètre aussi, beaucoup de personnes qui se lancent et qui avancent dans un projet entrepreneurial, qui manquent de confiance en eux. Ça c'est vrai que c'est un gros truc que moi je vois beaucoup aussi dans ma communauté, etc. Des personnes qui me disent tu vois, j'ai cette compétence, j'ai ce savoir-faire, mais par contre, j'ai pas confiance en moi. J'ai du mal du coup à aussi pricer mes services, j'ai du mal du coup à assumer mon positionnement, j'ai aussi du mal à vendre, parce que c'est vrai que comme tu disais, une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise rentable à un moment donné, parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait. Donc du mal à pricer, du mal à convaincre, du mal aussi à verrouiller des fois des clients, parce qu'il faut quand même aussi avoir confiance en soi, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est un des paramètres les plus importants. Comment on fait pour développer, déjà, première question, est-ce que c'est possible de développer sa confiance en soi? Parce qu'on a beaucoup aussi cette croyance que moi je retrouve de se dire, moi de toute façon j'ai pas confiance en moi, ça a toujours été comme ça, ça fait 5, 10, 15 ans que j'ai pas confiance en moi et j'aurai jamais confiance en moi. Est-ce qu'on peut développer la confiance en soi, tout comme on peut développer un style comportemental? Est-ce que c'est quelque chose qui se développe? Pareil, avec des outils de mesure. Pourquoi j'ai pas confiance en moi? Première question. Parce que j'ai vécu dans mon passé des expériences qui ont fait que j'ai essayé un truc, ça n'a pas marché. Donc du coup, j'ai abandonné. Du coup, on s'auto-flagelle et on se met en fait presque soi en fait cette catégorie de j'ai pas confiance en moi. Alors qu'au final, on peut le développer. Tu vois, on a un côté sportif aussi tous les deux. On va à la salle de sport, on sait qu'on va faire 10 pompes. Qu'est-ce que fait le coach sportif? Il nous en fait faire une 11e. Et c'est parfois la 11e la plus importante. Tu vois, on sait qu'on va faire quelque chose, mais c'est pas parce que j'ai essayé 10 fois que je vais réussir la 11e fois. Mais par contre, on va me dire, tiens, allez, tu pourrais pas faire la 11e, s'il te plaît? Et je la réussis. Puis, tiens, t'as la forme tu pour te lèves le et tu te dis, waouh, j'ai réussi à... tu vois, donc c'est un développement personnel, effectivement. C'est pas trop là où j'interviens. C'est plutôt vraiment... moi, je suis focalisé, je fais la différence entre personne morale, personne physique. J'essaie d'aligner les deux. Tu vois, l'alignement. Il y a des points communs quand même. Il y a des points communs forcément, mais tu vois, une personne morale, elle a elle aussi sa propre identité à avoir. Moi, je vais avoir mes propres valeurs, mais mon entreprise, quelles valeurs elles ont? Elles ont les mêmes que moi? Pas forcément. Si mon équipe n'est pas d'accord, donc tu vois, il y a toutes ces choses-là où quand je construis une entreprise, je construis aussi une personne. Et cette personne, si elle n'a pas confiance en elle, c'est peut-être
parce que moi, j'ai pas confiance en moi au départ. Et ça se reflète. Ouais, il faut bien faire la différence entre personne physique, personne morale. Le but de nos accompagnements, c'est ça, c'est de dire j'accompagne la personne morale pour plus poser de questions sur l'aspect rentable. Parce que sinon, il n'y a plus de personne morale. D'accord ? Et ensuite, on va aller petit à petit sur la personne physique, qui est le dirigeant, et ses équipes, ses collaborateurs, ses collaboratrices, et de dire, OK, maintenant on a une entreprise, elle est rentable, on va faire en sorte qu'elle fonctionne. Et dans son fonctionnement, il y a tout un processus, un protocole, il y a des process, il y a des systèmes à mettre en place, pour qu'au fur et à mesure, moi, je puisse petit à petit faire plus mon rôle de dirigeant, de chef d'entreprise, d'entrepreneur, que je travaille sur mon entreprise, parce que je vais prendre des collaborateurs ou collaboratrices, c'est le jeu des casquettes, hein. Je leur donne la casquette de collaborateur, collaboratrice, ou je la prends moi-même, et du coup, je vais faire ce qu'il faut être fait, ce qui doit être fait pour pouvoir que l'entreprise fonctionne. Et après, ça me permet aussi de me... Donc sur le sujet de confiance en soi, oui, il y a des outils aussi pour avoir plus confiance, pour retrouver confiance en soi. C'est toujours issu de ce que nous avons vécu. Hein. Ouais, c'est un résultat de plein d'actions qui sont passées, des fois même qui datent de l'enfance. Tout à fait, tout à fait. On a travaillé ensemble l'iceberg de l'identité. Ouais. Le résultat que j'obtiens dans la vie, c'est le résultat d'un comportement. En fait, ce que les gens voient quand deux individus se rencontrent pour la première fois, c'est une attitude comportementale. C'est vraiment le dessus de l'iceberg de l'identité. C'est ce qu'on voit au-dessus de la surface de l'eau. Tant que j'ai pas une communication, un échange avec quelqu'un, je ne peux pas aller voir ce qu'il y a sous la surface de l'eau, et c'est ce qu'on appelle cet iceberg de l'identité. Et pour aller voir ce qu'il y a sous la surface de l'eau, il faut absolument que j'ai une communication avec quelqu'un. Et plutôt dans un environnement professionnel, on va tout de suite communiquer sur qu'est-ce que tu as fait dans la vie, et ça, juste ces discussions, tout de suite, elles font ressortir un peu. Ça te permet de comprendre, après quand tu connais aussi les outils, les mécaniques, etc., ça te comprendre en fait qu'est-ce qui se passe derrière, derrière un peu cette apparence, un peu ce masque même des fois, on parle de masque, tu sais, des fois. Complètement. C'est-à-dire mais t'as un masque en fait un peu dans le côté pro. On joue souvent un jeu de rôle. Je remarque encore récemment, un entretien de recrutement, c'est quoi ? C'est un jeu de rôle, quelque part. Donc on joue le jeu d'acteur, pour notre vie quand même, hein. Je suis au chômage, je suis en recherche d'emploi, j'ai envie forcément d'aller travailler dans ton groupe, je vais jouer un rôle, je vais me cacher quelque part une certaine incompétence peut-être, ou une certaine vérité en moi-même. Je vais essayer de montrer finalement une image de moi qui... Et qu'est-ce que fait le recruteur qui joue lui aussi son rôle ? Il va poser des questions dans le sens ok, tu sais faire ça ? Oui, forcément, je sais le faire. Non, mais puis en plus, je suis le meilleur. Tu vois, je me vends, c'est qu'une histoire. Et si le courant passe bien, sur un bon canal de communication, c'est bon. Et du coup, j'ai pas validé s'il avait vraiment la compétence de savoir écrire sans faute d'orthographe. J'ai pas validé. Et moi, tu vois, parce que tu parles de recrutement, c'est intéressant. Des fois aussi, il y a des choses qui sont contradictoires un petit peu. Tu vois, par exemple, quelqu'un, moi, ça me rappelle encore un entretien que j'ai fait la semaine dernière, où tu as quelqu'un qui arrive et du coup, je parle avec lui, etc., je connecte un petit peu, et je lui dis, explique-moi un peu tes traits de personnalité, tu vois. Moi, les entretiens, je les fais vraiment au feeling. Tu sais, j'ai pas de trame, etc. Mais je lui pose cette question. Je dis, c'est quoi tes traits de personnalité, tu vois ? Et il me dit, moi, je suis quelqu'un de très dynamique, tu vois. Et il me dit ça, comme ça. Tu vois. C'est super. Et c'est pour ça que je te rejoins dans le fait que des fois, c'est vrai que tu vas avoir même des fois de la contradiction entre ce que tu vas dire et ton comportement, quoi. Et ça, c'est en tout cas de ce que tu dis, c'est des choses que tu peux apprendre et maîtriser. Je vais finir par une question, ce serait du coup plus sur les personnes qui nous regardent, peut-être qui ont des compétences, et qui se disent moi j'aimerais bien lancer mon business, etc. Si on résume un peu tout ce qu'on a dit, ce serait quoi toi les étapes à suivre que tu conseillerais justement pour déjà partir avec des bonnes bases? Parce que moi je vois beaucoup de personnes qui se lancent, et moi-même je me suis lancé un petit peu comme tu disais, quand tu es chef d'entreprise, des fois ça t'arrive, tu choisis pas trop, et t'apprends avec le temps, et à l'école tu vois pas forcément du coup les éléments qui peuvent te permettre de partir sur des bonnes bases. Qu'est-ce que tu conseillerais toi déjà au démarrage d'une activité de mettre en place pour partir sur des fondations qui sont solides? La première étape, c'est projeter la personne morale. Donc ça veut dire quoi? Moi je lance ma boîte, tu lances ta boîte, me pose la question, je me dis quoi? Je me dis c'est quoi ma boîte dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Donc j'ai même pas un client, non. Et déjà je me dis qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Oui. C'est super difficile ça. Oui, mais il n'y a que ça qui va te permettre d'avoir un but réel, qui va définir des objectifs, et pour pouvoir atteindre ces objectifs, pour aux finalités atteindre ce but final. D'accord ? Tu vois, souvent je dis les bonnes fondations pour la bonne personne morale. Je ne vais pas essayer de construire tout de suite, dans mon échelle de l'entrepreneur, un building si j'ai monté des fondations d'un chalet en bois, quoi.
Donc là, je me pose, je me dis, cette boîte-là. J'écris sur un papier mon entreprise dans. Pour quelqu'un qui veut se lancer tout de suite et qui n'a pas trop de visibilité à 10 ans, parce que c'est trop loin pour lui, déjà dans 2 ans. Dans 2 ans, c'est quoi ma boîte? Je suis toujours tout seul, je fais combien de chiffre d'affaires, j'ai combien de clients? Et ça va impacter, tu penses du coup, derrière les résultats et même le déroulé. Donc première étape, j'essaie de se poser cette question, je me projette. Une fois que j'ai une idée, par exemple, je sais pas, je fais une bêtise, moi je veux faire cette boîte dans 2 ans, je veux que ce soit une boîte qui tourne sans moi et qui me libère du temps avec du coup, par exemple, je sais pas, 4 personnes. C'est quoi le niveau de précision? De précision, c'est dans une entreprise, il y a des KPI qui ne trompent pas. Il me faut un chiffre d'affaires, d'accord, pour être rentable avec une marge. Déjà, c'est combien de chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce que j'ai à vendre déjà? Donc, il faut travailler aussi. Tu vois, on a une base documentaire qui est très sympa quand même à bosser. C'est déjà qu'est-ce qui me définit. C'est ce qu'on appelle en anglais USP, Unique Selling Proposition, ou en français proposition unique de vente. Il y a des documents qui existent un peu partout. Quelle est ma proposition unique de vente? J'ai un service à vendre, j'ai des produits à vendre, donc déjà je vais me concentrer, il faut passer un petit peu de temps sur son entreprise justement, et pas dedans, pas tout de suite taper dans l'opérationnel. C'est je vends quoi, à destination de qui? Donc je vais affiner la cible de mes clients, je vais affiner la qualité de mon chiffre d'affaires, je vais vouloir faire telle marge parce que j'ai tel niveau de charge, je fais des tableaux de bord, tout ça c'est quelque chose que, tu vois, on a connaissance, mais si je ne le travaille pas peaufiné correctement, ça va être difficile de démarrer. Je pars pas dans la bonne direction déjà. Ouais. Je pars pas avec toi. Ouais. Vision, stratégie, plan, but, objectif. Et quelque part, quelle est ma mission avec cette personne morale? Et donc toi, c'est vraiment une fois que ça s'est posé, que tu conseillerais du coup là de commencer à dire je vais chercher des clients, je vais partir là-dessus. Mais c'est super intéressant parce que moi je vois beaucoup de personnes qui font les choses de l'inverse total. Mais très souvent. Et des fois même moi, tu vois, des gens ils se lancent dans l'entrepreneuriat direct, ils vont faire un site web, un logo. Tu sais, ces trucs, je sais pas, carte de visite. Ah bah moi j'ai une idée d'une boîte, boum, je fais une carte de visite, un site web, un logo. Alors qu'en fait on sait même pas dans quel positionnement on a, quelle direction. Tu connais les stats quand même, sur 10 entreprises aujourd'hui qui se créent, là, 10 entreprises, dans 5 ans il en reste 3. Ok, dans 5 ans, là, dans 10 ans il en reste 1,8. Ok, pourquoi? C'est ça. Parce que c'est fait à l'envers et qu'on se rend compte finalement des erreurs trop tard et que ça aurait pu être anticipé vachement. Tout à fait. Ludo, merci pour cet échange. Est-ce que comment on peut faire par exemple si on veut te suivre, si on veut avoir plus d'infos sur ton parcours, sur tes méthodologies? Est-ce que tu as un compte Instagram, un LinkedIn? LinkedIn, donc Ludovic Jauvert, Insta pareil. Le site internet actioncoach.eu. Donc Action Coach, je rappelle pour mémoire, c'est le leader mondial dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprise et leur entreprise. Moi ce que j'aime bien dans cette façon de travailler, c'est le côté process. Vous avez réussi à poser sur des process, sur des fiches, sur des méthodes, sur des plans d'action. Finalement plein de concepts où des fois on sait pas trop comment le gérer, et c'est vrai que ça peut aider des dirigeants, donc faut aller te suivre du coup sur LinkedIn. Ça t'obligera en plus à poster du coup un peu de parce que je sais que je te charrie un peu avec ça, mais il faut poster. Super, en tout cas merci pour l'échange, super content. Merci et du coup n'hésitez pas à ceux qui nous écoutent à poser des questions en commentaire. Si vous avez des questions, tu pourras passer peut-être faire un petit coucou. Merci en tout cas Ludovic. Merci beaucoup Manu. À bientôt. À bientôt.